c'était celui qui venait de l'extérieur et qui s'installait. Dès qu'Auroville a commencé, lui, il est allé. Et donc tu es arrivé après Frédéric. Oui, peut-être quelques mois, peut-être un an maximum. Quelques mois. En fait, tu es quand même un des vieux de la vieille à Auroville. Tu es un de ceux qui, avec Frédéric, qui ont connu Mère le plus tôt. En quelle année tu es arrivé à 66. 66. Ça tourne là, c'est bon? 66. Et Frédéric était déjà là en 66. Hein? C'est un vieux de la vieille aussi. Hein? Et comment est-ce que tu es arrivé ici? Par hasard tu as entendu parler? Non. Disons qu'avant, je voulais aller au Tibet avant. Je savais que je ne vivrais pas à Paris, le métro, boulot de dos. Et puis, je cherchais des bouquins, j'avais lu des trucs à propos du Tibet, des choses, ça m'intéressait. Puis un jour, en cherchant un livre sur le Tibet, des documents, puis j'étais en train d'apprendre le tibétain même. Et puis j'avais des méditations sur le balcon l'hiver pour m'habituer aux Himalayas. À Paris? Ouais. Alors, et puis un jour, en cherchant un bouquin comme ça sur le Tibet, chez Gilbert Jeune, il y a un nom qui m'a... Je vois encore l'image chez Aurobindo. J'ai pris le bouquin, j'ai payé, puis je suis sorti avec ça, La vie divine. Traduit en français? Oui, par Jean Herbert. Jean Herbert, oui. Et puis je me suis retrouvé dans le métro avec ce livre-là. Tu avais quel âge? C'était en 60. Je suis arrivé ici à 24 ans, alors c'était peut-être un an avant. 23 ans. Ouais. Puis j'ai commencé à lire un petit peu ça. C'est marrant, sans me souvenir, j'ai manqué la station. Parce que c'était tellement prenant comme truc que il disait des choses tout d'un coup qui... c'est ce que j'attendais sans savoir. Et tu faisais quoi à Paris? Je poursuivais certaines études de sciences et des trucs comme ça. Mais en même temps, j'étais prof dans un lycée. Comme ils avaient besoin de profs, ils prenaient des étudiants. Et puis en même temps, je préparais ça. Donc tu as lu La Vie divine et qu'est-ce qui se passe après? Tout d'un coup, j'ai vu que le Tibet, c'était pas vraiment ma voie. C'est ce qui m'avait permis de trouver ça, mais qu'en fait, sur Aurobindo avait la réponse que je cherchais, sans savoir que j'avais posé la question comme ça. Et puis là, j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé je crois dans le bouquin même, l'adresse de Pondichéry. Il existait un ashram à Pondichéry avec Sri Aurobindo, Mère. Tu pensais que Sri Aurobindo était vivant? Au début, je ne savais pas. Puis j'ai vu qu'en effet, il avait quitté son corps, mais qu'il existait. L'endroit qu'il avait créé à l'ashram à Pondichéry, avec Mère présente et vivante. Alors j'ai écrit à l'ashram. Après combien de temps avoir lu le livre? Presque aussitôt, quelques mois après. Parce que c'était tellement ça que tout d'un coup, c'est comme si je pouvais plonger dans l'océan que je cherchais. Alors qu'avant, j'avais vu que la digue, et puis je savais qu'il y avait derrière la mer, justement. Donc tu as écrit? Et puis je crois que c'est Pavitra qui m'a répondu qu'en fait Mère existait. Alors ça m'a fait un choc déjà énorme de savoir que la présence était là, concrète. Et là, je me suis préparé. J'ai commencé à changer ma façon d'être, ma façon d'étudier pour me préparer en fait à aller à Pondichéry. Et ça a pris combien de temps entre le moment où tu as lu le livre et le moment où tu es parti à Pondichéry? Je crois que c'est en 63 que j'ai vu le... Non, en fait, c'était à l'armée déjà, parce qu'ils m'ont pris quand j'avais... sur critère. J'ai dû aller à l'armée en 63, voilà. Et puis, là, je continuais à lire sur Aurobindo. Pendant l'armée? Oui. Pas mal, ça. Oui, mais c'était tellement là. Alors, ça me faisait oublier, disons, le... m'en foutais un peu parce qu'il avait déjà ouvert la porte. Et en fait, je me préparais et puis, j'avais pas de sous pour y aller vraiment. Alors, petit à petit, j'ai mis un peu de côté quelque chose. Et puis un jour, j'ai eu assez. Je devais aller au Brésil un moment avec un groupe qui allait travailler dans des villages brésiliens. Et puis, c'est une occasion d'aller ailleurs sur la terre. Et puis, il y a un moment dans l'histoire où, quelques mois avant de partir, il y a quelque chose qui a dit, mais c'est pas ça. Et j'ai repris mes billes, puis je me suis trouvé avec assez d'argent pour avoir un billet, prendre un bateau. Parce qu'il y avait encore des bateaux qui allaient à ce moment-là. Oui. Et puis, il partait d'où le bateau? De Marseille. De Marseille.
Ok. Alors j'ai pris le train jusqu'à Marseille, c'était le 14 juillet 64, 65, 66. 66. Et ben on s'est retrouvés, boum, à quitter Marseille comme ça, sous les feux d'artifice. Alors ça a été, waouh, c'est vrai, pendant 11 jours, on a été sous un gros bateau à 2 cheminées, Tu es arrivé où? à Bombay. Puis là j'ai pris le train, et puis on se suis retrouvé à un Pondichéry. Puis, Alors raconte-nous comment arrives-tu à Pondichéry? Tu arrives en bus? bah oui, je crois bien. Ça, j'avoue, je ne me rappelle pas tellement, mais c'est qu'on est arrivé à Madras, Quand de tu dis on, Bombay. vous étiez plusieurs? Non, non, non. Non. Disons que j'avais l'impression déjà d'être plus un numéro d'ordre. J'avais l'impression de vivre autre chose plus large. Ok. Mais en même temps, c'était une aventure déjà bah ouais, de Bombay, on allait à Madras, et puis de Madras, ben, je crois que j'ai pris le bus. Et tu es arrivé à la réception de l'ashram, comment ça s'est passé? Ouais, je crois bien. J'ai demandé, bah là, à l'arrêt de bus, j'ai pris un rickshaw sûrement. Et puis j'ai demandé l'ashram. Et puis Les il vieux savait. rickshaws Ah oui, bien à sûr. pédale. Et puis il m'a emmené là. Puis là, bon ben, comme j'avais déjà écrit avant, et il connaissait plus ou moins, et puis en même temps, la chose c'est que je connaissais déjà aussi, en cherchant ça, on m'avait dit que le fils de mère, André, était à Paris. Alors avant de partir, j'ai pu commencer à aller le voir et lui demander concrètement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Et puis c'est là que j'ai vu que mère existait, et Donc on t'attendait à l'ashram. quelque part, oui. Tu te rappelles de qui tu as vu d'abord? Je crois qu'on m'a emmené vers... je crois que j'ai eu Frédéric, un des premiers, et puis Padma et Tanmaya. Ah donc Padma, c'était tes premiers contacts. Et alors, première chose, voilà, j'ai passé les premières nuits au parc à Charbon. Oui. Et puis je me suis retrouvé à avoir contact avec l'école et puis commencer à m'intégrer dans la chose parce que c'était naturel. Donc tout de suite tu es rentré dans l'école de l'ashram Oui. comme professeur. Mais ils avaient besoin de quelqu'un, puis ils voulaient poser des questions aussi. Alors, j'ai dit, pourquoi pas. Comme je savais rien du tout, c'était chouette. Okay. Et puis, bah, puis doucement, je devais repartir au bout d'un mois et demi. Et en fait, dès que j'étais arrivé, j'ai demandé à mère si je pouvais aller la voir dans sa chambre. Et il y avait eu un darshan au mois d'août. Le 15 août déjà, je devais repartir au mois de septembre. Et puis elle m'avait donné rendez-vous pour l'avant-dernier jour de mon séjour d'un mois et demi à l'ashram. Et puis bon, bah, déjà d'être là, c'était une autre dimension. Alors, ça a commencé à moins travailler là-haut. Tu peux nous raconter ta première entrevue avec mère? Oui. En fait, j'avais déjà préparé mon sac à dos pour repartir. Et puis en même temps, il y avait quelque chose qui, c'était comme déjà deux personnages. Le vieux bonhomme qui était venu puis qui allait repartir pour faire son truc, et puis quelque chose d'autre qui m'avait amené là. Et quand j'ai pu monter dans sa chambre, bon bah il y avait quelque chose. Tu peux nous raconter un petit peu plus en détail comment ça s'est passé? Parce que c'est un petit peu l'angle de notre interview. Les gens qui ont connu mère, qui puissent recréer pour d'autres ce qu'ils ont senti, comment c'était physiquement, qu'est-ce qu'on voyait. Mais déjà d'être devant la porte de sa chambre, savoir qu'elle existait là, alors je l'avais entendu dans des enregistrements et des choses comme ça, mais et puis je ne sais plus qui c'est qui était là, je ne sais pas si c'était ça. Non, je crois que c'était pas Vitra, c'est ce qui m'a amené. Et puis poum, on s'est ouvert, puis alors c'était... Explique-nous. Ben, c'est drôle, j'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. Et puis tout d'un coup, ben, c'était réel aussi. Et puis alors, pouf, ça a mis de côté le vieux bonhomme. Elle t'a regardé, elle a dit quelque chose. Je sais pas, c'est qu'on marchait sur son tapis là, qui était tout. J'avais laissé mes godasses dehors et tout ça, puis tu marchais vers elle, et puis devant elle, bah, boum, j'ai tombé à genoux à ses pieds. Puis elle m'a regardé un long moment, avec l'impression d'être rentré à des années-lumière de toi, depuis la limite du sac de peau. Là. Et
c'était une autre dimension. Pas facile à dire parce que c'était autre chose. Il y a quand même des pensées qui te traversaient l'esprit? Pas du tout. C'est peut-être une des premières fois qu'il y a une sorte de silence. Ça disait juste merci, merci, merci. Elle t'a dit quelque chose ce jour-là? Elle savait qui tu étais? Oui, oui. Pavitra lui avait expliqué. Et puis en fait, dès que j'avais commencé le travail à l'école, elle savait par Tanmaya, parce que Tanmaya allait la voir parfois, et Padma. Donc, oui, lui avait parlé de moi, entre guillemets, parce qu'il y avait de moins en moins de moi. Alors après cette entrevue avec Mère, tu décides de rester? Disons, quand je l'ai vue, j'ai eu un moment où je suis tombé, j'ai mis ma tête sur ses genoux, puis elle m'a mis la main sur la tête comme ça. C'était, j'ai l'impression d'une toute autre dimension. C'était. Et puis, quand ça a été comme l'entrevue était finie, parce qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient là, j'ai regardé à nouveau, puis j'ai demandé est-ce que je peux revenir doucement. C'est comme une petite fille malicieuse, elle m'a regardé et m'a dit reviens vite. Avec sa façon de. À la fois la grand-mère joyeuse et puis en même temps une présence tellement plus vaste que c'était. Et puis je suis descendu de sa chambre complètement vide, comme ça là, puis elle m'attendait dehors, Tanmaya, Pavitra, ceux qui m'avaient accompagné, puis elle a dit alors tu restes? Je dis je sais pas, non, je peux revenir. Et alors quelqu'un, je crois que c'était Tanmaya, qui m'a dit mais est-ce que tu veux rester? Et je me suis entendu dire. Alors il y a quelque chose, c'est comme si on était deux personnages. Ah oui, c'est intéressant ça. Oh là là. Il y avait des choses qui t'attendaient en France? T'avais des... Bah oui, il m'attendait un mois et demi. Quoi. Et alors, et puis il m'a dit mais tu veux qu'on demande à mère si tu peux rester? Je me suis entendu dire oui. C'est tellement chouette parce qu'on est allé voir Pavitra, qu'elle allait la voir peut-être une demi-heure après et tout ça. Et alors, à la fois je sentais qu'il s'était passé quelque chose qui était au-delà de moi, c'était pas moi qui avait. Mais en même temps, c'était moi la vraie chose qui avait senti avec mère, parce que j'avais senti quand elle m'avait regardé cette sorte de chaleur, comme une pointe de feu dans le cœur. J'ai l'impression que ça pénétrait, sans mots, sans rien, juste pour. Et puis alors, on a demandé à Pavitra, est-ce que vous pouvez demander à mère s'il peut rester? Alors, je suis retourné à l'école et puis je me disais, qu'est-ce qui va se passer si elle dit oui, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, il est redescendu un petit peu après. Et puis, je crois que c'est Tanmaya qui m'a amené vers lui à nouveau. Dans le Samadhi, c'était dans le Samadhi tout ça, en bas? Disons, je suis retourné à l'école pendant l'heure où Pavitra était avec moi. Oui. Et puis après, on est allé voir Pavitra dans son bureau. Qui était dans l'école ou dans... Non, à l'ashram. À l'ashram. Juste à côté, un des appartements avec Amritada et ces gens-là. Et puis, oui, quand je suis allé le voir, il m'a dit, vous savez, quand j'ai demandé à mère est-ce qu'il peut rester, elle m'a dit oui, c'était sous-entendu. Elle a dit sa mère. Ah oui. Ah oui. Beau ça. Et alors c'est, pof, et tout d'un coup je me suis senti à la fois tout nu et puis en même temps tout chargé de c'est possible, ça y est. Il n'y a plus de dualité en toi. Ça reprenait tout ensemble. Puis alors bien, après plus tard, quand on m'a dit mais alors est-ce que tu vas pas repartir en France, non? Alors j'ai dit non, elle m'a dit de rester, je reste. Alors j'ai commencé à écrire chez moi, à leur dire je veux prolonger mon séjour parce que j'ai trouvé un endroit. Et tes parents l'ont bien pris? J'avoue, je sais pas parce que je suis pas retourné. Tu n'es pas retourné pendant combien de temps? Jusqu'en 68. Ok, donc tu es resté 2 ans. Je suis resté presque 2 ans. Mais en fait, je suis retourné parce que bon, je leur écrivais, mais ils sentaient bien que j'avais pas quitté la maison contre quelque chose et que j'avais trouvé. Ils voyaient bien que je cherchais autre chose avant. Et puis, c'était en 68. C'est eux qui m'ont dit, ça fait 2 ans que tu es parti presque. C'était en mai 68. Ah, en plus.
Alors, il me dit, ben, il y a ta soeur qui va se marier, parce qu'elle était 3 ans de plus âgée que moi à ce moment. S'il te plaît, t'es pas revenu, on t'envoie le billet, mais essaye de faire le voyage. Demande à ta mère si elle peut te laisser revenir, parce qu'ils avaient aussi l'impression que j'étais pris par quelque chose, mais pas en rejetant autre chose. Mais ils voyaient bien que j'avais trouvé. Et puis là, ben, je suis allé voir mère juste avant de partir. Et puis je me suis retrouvé dans l'avion, puis comme ça se passait, en ayant l'impression d'être complètement comme sur un tapis volant et sur une autre réalité. C'est ça qui était chouette. Donc c'était un séjour harmonieux en France. Ah oui, complètement. Et en fait, je suis arrivé là-bas, bon, ils m'attendaient tous, et puis boum, on a même bien rigolé. C'était vraiment... Je voyais bien que je n'avais pas quitté quelque chose par dégoût ou par quoi que ce soit. J'étais retrouvé quelque chose de plus large. Et alors en mai 68, ben, justement, c'est marrant parce que mon père était dans la gendarmerie mobile. Okay. Alors en mai 68, il s'est retrouvé avec les étudiants derrière les barricades, et puis son bâton, et puis des lacrymogènes. Alors je savais qu'il y allait, puis un jour, ben, j'y suis allé. Alors j'ai pris mon vélo, parce que tout était en grève à ce moment-là, puis je me suis retrouvé au quartier latin, à regarder en faisant attention de ne pas ramasser un caillou sur la tête, mais en même temps je pouvais voir. Et quelle impression tu as eue? Ah bah quelque chose de très très fort, mais je sais pas, à la fois presque surréaliste, et puis qu'enfin il se passait quelque chose de différent. Tu l'as expliqué à ton père? Ah oui, oui. Il comprenait? Bah à la fois oui. En même temps c'était son gagne-pain, c'était son truc. Et puis je voudrais qu'on revienne à Mère. Tu l'as vu de nombreuses fois, Mère? Bah justement, dès que je suis revenu de France, parce que je suis resté seulement 3 semaines là-bas, et dès que je suis revenu, ben, j'avais ma fête juste après, au mois de juin. Alors là, elle m'a reçu pour mon anniversaire, pour ma fête. Et alors, elle savait que j'étais allé en 68 là-bas, Pavitra lui avait expliqué. Et alors là, dans cette entrevue, justement, elle m'a demandé, mais alors, raconte-moi, comment ça se passait? Qui c'est qui a commencé la violence? Quelle atmosphère, qu'est-ce que j'avais senti, justement? Et j'avais l'impression qu'elle me lisait, comme si elle voyait le truc. Donc tu l'as raconté, tout ce que tu as vu? Ouais. Elle écoutait bien? Ah oui, complètement. Elle t'a posé des questions? Oui. Justement, quelle atmosphère il y avait, est-ce qu'il y avait vraiment de la haine ou de la violence, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose d'autre, une autre force qui... Qu'est-ce que tu lui as dit alors? Ah bah oui, je sentais que c'était un truc qui était en train de changer. C'était plus pareil comme avant, comme j'avais quitté, disons. Parce qu'elle en parle beaucoup dans l'agenda de mai 68 Oui. avec sa femme. Alors c'est peut-être suite à tes conversations qu'elle avait plus d'informations. C'est rare quand même de pouvoir avoir une conversation suivie comme ça avec Mère. Ah bah oui. Il y a peu d'entre nous qui peuvent, je ne sais pas, Raquel, il y a peu d'entre nous qui peuvent dire Bah, on a vu merveilleux. Mère, mais ok, on a une conversation avec Mère, elle a posé des questions, on a répondu, c'est formidable. Ah oui. Est-ce que tu l'as vu pour ton travail aussi à l'école? Bah oui, justement. Alors raconte-nous un petit peu, ça c'est très important. Bah, tu sais qu'à l'école, il y avait ce qu'on appelait les 2 sections. Il y avait la chose un peu classique, c'est-à-dire l'école de l'ashram. Ouais. Et puis Tadmaya avait créé cet aspect de travail qu'elle avait appelé le libre progrès. Bien sûr, oui. Alors justement, où on avait essayé de ne pas faire des programmes et puis des classes et des choses comme ça, mais avec les enfants qui étaient intéressés, d'essayer d'apprendre le monde autrement. C'est quelle année Libre Progrès? Ça a été créé en quelle année? Ah bah, presque aussitôt. Avec Parce que toi, donc tu étais là, oui, là. oui, oui. Donc tu as participé à la création de Libre Ah bah, Progrès. oui, oui. Mais disons déjà, Tadmaya et Padma avaient rassemblé des enfants, mais ils n'étaient pas nombreux comme prof à faire ça, alors j'ai participé comme 2 jambes de plus, une tête de moins, mais on était vraiment en train de... Et puis il y en a d'autres qui se sont mis avec nous. Donc pour Libre Progrès, vous aviez des entrevues avec Mère. Ah bah, ouais. Tu peux nous raconter un petit peu? Bah, disons, comme on faisait souvent des choses, comme avec les enfants, c'était pas des programmes de 6e, 5e, de maths. C'est plutôt, il y en a par exemple qui avaient choisi d'étudier
la mer. Qu'est-ce que c'est que sur la Terre, la mer, comment on va dans la mer, qu'est-ce que c'est que la navigation et tout ça. Alors, on essayait de voir qu'est-ce qu'il fallait comprendre de la science ou quoi que ce soit pour comprendre comment on avait pu naviguer et puis créer des bateaux, créer des choses comme ça. Et les enfants suivaient ça en cherchant à la fois dans des livres, en posant des questions. On allait, comme partie de notre programme, on allait se baigner dans la mer aux heures de classe ou dans la piscine pour apprendre à faire de la nage sous-marine. Et puis on avait fait tout un groupe de plongeurs. Oui, qui existe toujours aujourd'hui. Oui, oui. Avec Shilpin, avec ces gens-là. Voilà, c'était merveilleux parce que comme programme, on partait parfois, si la mer était calme, si elle était claire, on disait la mer est claire. Paf, on portait nos livres de côté, puis on allait... Et mère était au courant de ce... Ah oui. Et elle encourageait ça. Complètement. Et donc, vous posiez des questions à mère Oui, vous disons aviez des... que, par exemple, il y avait tout un groupe d'enfants qui voulaient savoir, justement, puisqu'on allait dans la mer, on pouvait faire, il y avait Cousteau, il y avait toutes ces équipes-là à ce moment-là. Ils se demandaient, mais comment est-ce qu'on peut aller sous la mer, à part plonger avec un masque. On nous avait même donné des bouteilles à ce moment-là, puis on nous a apporté un compresseur pour charger les bouteilles. Et puis, et bien alors, avec le groupe d'enfants qui étaient vraiment intéressés, ils avaient décidé de construire un sous-marin eux-mêmes. Mais pas un truc pour mettre des gens dedans, bien sûr, mais un truc qui pourrait aller sous l'eau, puis revenir automatiquement et pour s'amuser. Et alors on avait fait une sorte de modèle comme ça, modèle réduit comme le bathyscaphe. En fait, on avait pris des photos même de ça et tout. Et puis on avait appris tout ce qu'il fallait pour comment un sous-marin ça peut marcher, comment un bateau ça marche. Alors toutes les lois de la physique, tout ça, on les découvrait pour faire soi-même un bateau. C'est ça qui était chouette, c'est qu'on apprenait ce qu'il fallait pour aller dans la mer. Mais il y a d'autres enfants qui faisaient par exemple des recherches sur les étoiles. Alors on avait construit un télescope aussi. Et pour ça on apprenait à justement préparer le miroir. Donc l'astronomie en pratique. En pratique. Et mère, donc mère suivait tout ça, elle avait encore un intérêt, parce qu'elle était déjà quand même assez âgée. Oh là là. Elle avait encore un intérêt pour ce qui se passait à l'école. Ah oui. Non, quand on était avec elle, tu n'avais plus l'impression d'une vieille dame sage et assise, du tout. Alors souvent on rigolait. Tu y allais avec Tanmaya, et qu'est-ce qu'il y avait dans ces entrevues? Parfois avec Tanmaya. Oui, c'est beaucoup ceux qui étaient avec le Libre Progrès. Alors, il y avait Tanmaya, mais il y en avait d'autres aussi. Parce qu'on allait avec d'autres profs. Jean et Pierre étaient déjà là? Jean Legrand? Ils sont arrivés un petit peu, je crois, après 68. Justement, ils avaient fait mai 68. Et puis ils sont retrouvés, je ne sais plus exactement à quelle date, 68, 69, mais ils sont venus là. Et en fait, Joy, c'était une de nos étudiantes. Joy était votre étudiante. Ça passe aussi? Ah oui. Puis alors quand on a réussi à faire le bathyscaphe, apprendre tout ce qu'il fallait, on apprenait la chimie avec Pavitra, je me souviens, il nous donnait des cours comme ça de physique, de chimie. Lui-même c'était un polytechnicien qui connaissait plein de trucs, alors il nous guidait vers les gens, les expériences à faire. Ouais, c'est formidable. Combien de fois tu penses que tu as vu mère entre le moment où tu es arrivé et quand tu es parti? Je sais pas. Il y a un chiffre? Disons, on la voyait régulièrement pour chaque année, pour l'anniversaire. Et puis à d'autres occasions, le jour où on a pu faire la première plongée du bathyscaphe, on lui a écrit et on a fait déjà un peu à la piscine, déjà on a essayé pour pas le perdre. Puis quand ça marchait, on lui a dit qu'on allait plonger à la mer. Et on est allé, une fois on était près de la vieille jetée qui existait encore, on pouvait aller dessus. Et puis on a fait plonger, puis on avait fait un système qui lui permettait, avec un truc chimique dedans, de faire évacuer l'eau à nouveau, puis il remontait tout seul. Et quand on a fait ça, on a demandé à mère si on pouvait lui montrer ce qu'on avait fait.
Alors là, il nous a reçus avec tout le groupe du Bathyscaphe. Il y a une photo de ça? Je sais pas. Je crois pas qu'il y ait eu quelqu'un. Il y a eu des photos du Bathyscaphe. Ben, disons, pour le Bathyscaphe, on avait fait tout un journal où on mettait ce qu'on avait trouvé, puis il y avait des photos des différentes opérations, des expériences. Mais je sais pas s'il y en a une avec mère. Ça, je crois pas. Vous êtes tous montés voir mère? Vous étiez combien? Il y avait 7-8 personnes au moins. Toi, Tanmaya? Ah oui. Et puis plusieurs étudiants. Il y avait Shilping, il y avait plusieurs. Ceux qui avaient fait ça. Je crois qu'il y avait Guy Cadelia aussi qui était là, qui avait participé. Et là, je me souviens, on était. Je sais pas qui était là à côté. C'était Tanmaya ou un d'entre nous. On a apporté à mer le Bathyscaphe était lourd, parce que pour faire descendre, c'était un volume quand même assez grand. On avait peut-être au moins 15 kilos de ballast, oui, pour faire aller ça. Puis c'était quand le sous-marin était au fond, ça admettait l'eau dans des sortes de récipients qui, avec un produit chimique, on faisait des gaz qui piquaient au bout de. Ça dépendait de combien on en avait mis, ça remontait. Et alors on s'est retrouvé vers mer. Je ne sais plus si c'était le meilleur. C'était quelqu'un d'autre, mais il était là aussi. Et on s'est retrouvé avec le Bathyscaphe au-dessus des genoux de mère. Elle l'a fait apporter. Et alors on ne voulait pas lui faire tomber sur les genoux, on portait ça presque à bout de bras. Et alors, c'était presque plus lourd. On y avait amené ça comme ça, puis elle a pris un crayon feutre. Et elle a dit ça c'est vraiment joli. On lui a montré le livre aussi qu'on avait fait, qu'elle a signé. Et puis sur le corps du Bathyscaphe, elle a écrit son nom. Hardy. Je me rappelle. C'était quelle année ça, Goupi? Peut-être 70 ou quelque chose comme ça. 71, je ne me rappelle plus. Donc c'était une belle expérience. Voilà. Et tu l'as revu beaucoup de fois après ça? Ou ça s'est passé un peu plus? Non, à la fin, il ne recevait plus tellement les gens, mais s'il y avait vraiment une question, et on lui demandait si on pouvait lui poser. Alors, oui. Donc tu es monté quelquefois, il y a des enregistrements de Tanmaya, des conversations avec Tanmaya. Tu étais là souvent avec Tanmaya? C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Oui, parce qu'on lui posait justement des questions à propos de l'école. Donc elle a répondu assez tard à ces questions. Elle a toujours gardé un intérêt pour ce qui se passait à l'école. Au moins jusqu'en 72. Quand est-ce que tu l'as vu la dernière fois, mère? Darshan. Donc en 72, oui. On a tous vu le dernier Darshan qui était en août. En 73. En août 73, je crois. Oui. J'ai l'impression de l'avoir vu au début de l'année 73. Chez elle, en haut. Oui. Elle avait reçu, elle devait peut-être savoir qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour quitter son corps ou quoi que ça. Elle avait reçu plusieurs, on faisait la queue un peu, des gens qui étaient là avant et qu'on a pu avoir un darshan d'elle dans sa chambre même, avec ses bénédictions. Et puis, c'est un peu ça l'expérience. Quand elle est partie le 17 novembre, est-ce que tu t'y attendais? Je sais pas. Je peux dire oui et non. C'est-à-dire avec elle, ça n'avait pas tellement de réalité de dire qu'elle était là ou pas là. C'était tellement présent. Et quel effet ça t'a fait quand tu l'as vue en bas dans la salle de méditation? Ah bah c'était là. Même chose que quand tu l'as vue la première fois? Donc il n'y a pas eu de tristesse ou de... Ah non, j'ai l'impression qu'elle nous regardait, puis elle me regardait, mais pas moi, justement, on n'est plus personne. C'est ça qui était chouette. Donc pour toi, ça n'a pas été une déchirure, ça n'a pas été un drame ou une déchirure comme beaucoup de gens? Non, au contraire. Pas au contraire. Mais en même temps, c'était pas, ça portait pas cet aspect de mort ou de
Donc c'est presque comme si ça amenait une concentration encore plus forte dans ce qu'on cherchait pour garder le contact encore plus là. Et alors tu sens sa présence aujourd'hui aussi forte que tu la sentais Parfois, oui. quand tu la voyais physiquement dans sa chambre Ah oui. Bon, je sais qu'il y a une différence, il y a le corps qui aimerait bien la toucher, et se faire bénir par elle, toucher comme ça, mais en même temps, bon, elle est peut-être pas sur la scène, mais elle est dans les coulisses, parce que c'est elle qui nous fait faire et trouver. Et quand j'ai commencé, justement avant j'étais à l'ashram, donc c'était chouette, et puis en même temps il y a Auroville, on nous avait demandé, Alors est-ce raconte-nous que comment est-ce que tu... le libre progrès, pour toi, il y a un jour où tu as senti que l'expérience était terminée, que ça ne pouvait pas aller plus loin. Comment ça s'est passé avec le libre progrès? Non, non. Disons, ça continuait, et mais on allait de plus en plus souvent à Auroville. Quand tu dis on, c'est toi. C'est moi, mais avec aussi, il y avait Jean, il y avait Joy, on allait visiter, on a reçu la première caravane qui venait de France à Aspiration, on leur a montré où c'était, des choses comme ça. Ah, tu étais là. Ouais. Et je me souviens de quelques jours, peut-être des dimanches, on était à l'école, où on aidait les premières communautés, quand Charlie a commencé au Redring, ou des communautés qui commençaient comme ça, on allait avec eux pour creuser des trous pour planter les arbres, vérifier comment c'était. Et puis après le départ de mer, bon, je suis resté à l'ashram parce que j'y étais bien. Et puis mais on allait de plus en plus, ou j'allais de plus en plus à Auroville pour voir ce qui arrivait. Et puis comme les Aurovilliens me demandaient, ils avaient l'impression que j'aimais beaucoup Auroville, et c'était vrai. Parce que je sentais que c'était l'aventure de mer qui continuait à une autre échelle, simplement. Et puis un jour, même en étant bien à l'ashram, il y a quelque chose qui a choisi. Et pas en rejetant quoi que ce soit, mais au contraire, c'était... Dès quelle année ça? 78? 77. Donc pour toi, c'était comme quand tu es parti de Paris, ça n'a pas été un rejet. Et de même, tu as quitté l'ashram, ça n'a pas été une coupure ou... Simplement, je me souviens, je crois que c'était avec Alain Bernard, c'était à Charnia, où il m'avait invité un dimanche à manger. Bernard Borg. Bernard Borg, ouais. Et puis tout d'un coup, pendant le repas, il y a quelque chose, tout qui s'est arrêté. J'ai dit, Bernard, je reste. Voilà. Et puis j'ai vu d'autres personnes, je suis à l'aspiration, et puis je dis, tiens, je crois que je vais en revenir. Bon, je voulais pas faire trop de bazar à l'ashram où normalement j'occupais une place un peu comme chacun, mais dès que je suis rentré, je leur ai dit, ben voilà, Ça n'a pas été trop dur pour Talmaya? Ben non, ils comprenaient bien qu'il y avait cette aspiration qui m'avait amené à l'ashram, qui continuait, et simplement je ne suis pas allé tout de suite. D'abord il n'y avait pas de place, tout était occupé, et puis j'ai préparé doucement en formant un petit peu des gens pour continuer le libre progrès. Ça continue toujours libre progrès? J'avoue, je sais pas. Parce que ça fait un moment quand même, je sais qu'il y avait Vina qui continuait, Guita Delia, Guita Lal, tous ces gens-là qui faisaient. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui est venu, l'aspiration, qui m'a dit, tu sais, il y a un machin qui est parti, il y a une lutte de libre à aspiration. Alors là, c'était comme si ce qui avait été décidé, mais pas concrètement réalisé. J'ai pris peut-être, je ne sais pas combien de jours à préparer le départ. Et puis un jour, j'ai pris mon vélo, puis un rickshaw. Tu es monté à vélo? Ouais. Et puis je me suis retrouvé à Aspiration dans une lutte. Alors et puis après, ça a continué, simplement. Après, tu as participé à la création de Jaima? Justement, ouais. Là, il y avait Jean Pougot, il y avait aussi Jean Legrand, Joy qui était là et tout. Puis, un des premiers jours, en fait, je ne suis pas resté longtemps à Aspiration.
Mais un d'entre nous, Jean Pougaud, justement, il avait reçu de France un peu d'argent et des moyens. Et il nous a proposé, à ceux qui se connaissaient assez bien, voulez-vous commencer une communauté? Il y a un terrain de libre là, justement là où est Jaima. Et puis ben, on s'est retrouvés ensemble, bien d'accord. C'était une belle expérience? Bah, oui. Oui, parce qu'on est arrivé, on est allé voir d'abord où c'était. Alors, bon, il y avait utilité un peu plus loin, on pouvait voir fraternité au loin comme ça, mais tout le monde c'était C'était complètement vide. Hein? Ah oui. Ah oui, je me rappelle. Il y avait le canyon à côté. Et en fait, quand on a pu commencer vraiment concrètement, il a fallu construire des huttes, construire quelque chose parce qu'on n'avait rien pour vivre sur le terrain. Mais une fois qu'on avait décidé l'endroit et ce qu'on allait faire, je me souviens, on était ensemble, là où il y a maintenant la cuisine de Jaima. Et puis il y a quelqu'un qui a demandé mais comment on va l'appeler? Parce qu'avant on m'a redonné parfois le nom de la communauté. Et alors comme j'avais ce mantra dedans, Om Jaima, il y avait vraiment quelque chose qui avait... Tu l'avais depuis combien de temps ce mantra? Et comment il était venu? Disons, je connaissais Birendra à l'ashram. On va parler de Birendra après. On les connaissait Sri Aurobindo, lui. Il avait connu Sri Aurobindo, Birendra, Oui. bien sûr. Oui. Il était venu en 48. Et alors il donnait déjà des massages. À ce moment-là, comme je suis venu à Auroville. Et dès que j'étais là-bas, j'ai commencé même quand j'étais à Jaima, et il faisait ses massages lui, le soir. Alors le soir, après le boulot, normalement j'allais en vélo à Pondy, et puis j'apprenais, mais d'abord, comme je le connaissais, puis je l'entendais souvent répéter ce mantra qu'il avait comme pour se rappeler mère tout le temps. Om Jaima. Et Jaima, hein, c'est une version, la prononciation bengali d'un mantra qui veut dire en sanskrit Om Jaima. Om, c'est l'aspiration et tout, puis victoire amère. Et alors ça a commencé à utiliser le mental au lieu qu'il tourne dans des trucs, il y a ça, c'est de plus en plus tranquille, et puis ça disait Om Jaima. Et puis, alors quand on a demandé comment on va s'appeler cette communauté, ben c'est sorti de Om Jaima. Et alors tout le monde a dit oh, bah oui. On est resté tranquille à un moment, et on sentait le mantra qui venait Om Jaima. Mais cette mère était là, au milieu de nous. Et moi je la sentais comme ça. Et en même temps, pour l'écrire, comme c'était en bengali, on l'a écrit en francisé, disons. Oui. Alors c'est devenu Jaima, qui était un nom un petit peu exotique, oriental, voilà, mais c'est ça que ça veut dire. Et puis là, on a commencé à... on s'est réparti les différentes choses pour créer une nouvelle communauté. Et je me souviens, là, je m'occupais du jardin, des plantations à faire. Et... Donc, totalement différent pour toi, de l'école, de libre progrès, ah oui, à la culture. Ah oui. Tu es devenu fermier pratiquement. Ah bah après, plus tard. Jardinier d'abord, puis fermier. Ouais. Et disons, je réservais le soir pour apprendre avec Birenda, parce qu'au début, je ne savais pas. Alors justement, quant à aspiration même, je me souviens des premiers soirs où je pouvais dîner en ayant une hutte là-bas. J'avais été frappé par le fait que tous les Auroviliens avaient les épaules comme ça. Il y avait une sorte de lourdeur. Oui, à l'époque, personne ne faisait de yoga, personne ne faisait de sport. Ben, si, mais en même temps, il y avait cette sorte de bataille pour la vie d'Auroville. Il y avait une tension. Oui. On sentait que c'était pas tranquille, il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de... Puis pas encore de l'aspiration. Mais c'était là quand même. Ceux qui étaient là, ben, ils avaient choisi de venir. Mais il y avait une sorte de lourdeur qui se traduisait dans le corps. Par, quand on n'est pas très tranquille et tout, on se rentrait un petit peu les épaules. On a l'impression de porter le monde sur ses épaules. Et quand j'ai vu ça, alors j'étais retourné voir Birenda. Birenda pour toi c'était... Moi j'ai bien connu Birenda, aussi, c'est un truc formidable.
Oui, C'était... Qu'est-ce qui représentait pour toi bien mère? un grand frère, justement, on avait des relations comme ça, on pouvait se parler. Et parfois, je l'accompagnais au bord de la mer pour marcher. Et puis, comme je savais qu'il faisait ça, je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre à parler à des corps qui se sont mis comme ça. Alors là, ben, il a rigolé, puis il m'a dit oui, si tu veux. Donc tu as appris, t'as un moustique là, tu as appris, tu as appris le massage avec lui. Ah oui, Et quelle a été ta motivation première pour apprendre le massage? Tu parlais de ces gens inspiration qui avaient les épaules un peu voûtées. oui, oui. Donc c'était un petit peu pour aider les autres, pour soulager. Alléger les tensions qui sur les corps se traduisaient par des trucs, et puis parfois des gens qui étaient à moitié malades, ou qui repartaient, et puis... Mais en même temps, je savais qu'il avait une autre approche du Ah corps. oui, justement, alors pour toi le massage c'est une sadhana, c'est une expérience du corps, c'est... Mais disons, quand je lui ai demandé, est-ce que je pourrais apprendre à parler à des corps, parce que j'avais pas... bon, je le connaissais comme ça, mais je savais pas ce qu'il faisait exactement. Et quand je lui ai demandé si je pouvais apprendre ça, je me souviens encore. Il me disait, ben, si tu veux, tu peux apprendre, mais il ne faut pas que tu aies l'impression que ce soit toi qui va faire des massages, qui va aider les autres, tout ça. Ça, c'est tranquille. Mais essayer de sentir qu'en fait, c'est le travail de mère qu'on peut continuer à travers soi. Et au lieu d'être électronicien ou jardinier, ça peut être Un travail de mère. un travail de mère. Et je disais, ben, d'abord si tu sens que c'est pas toi qui le fais, et puis que tu arrives à mettre ton mental ou ta tête sous tes talons, alors tu peux commencer à parler à d'autres corps. Et puis il avait accepté que j'observe quelques séances de ces massages pour voir. Il disait, tu vois, ben, d'abord, les corps, il y avait mère qui disait ça. Une petite fille de l'ashram, justement. Elle disait, mais tu sais, la petite fille se plaignait un peu d'un corps. Elle disait, mais le corps douce-mère, c'est lourd, puis parfois on est fatigué. Quand elle parlait encore aux plus grandes. Et je me souviens, mère lui avait dit, mais tu sais, mon enfant, ton corps, c'est le déguisement du divin dans ta matière. Parce que c'est, justement, dire le divin, c'est tout, on peut le lire et tout, ça, c'est beau. Mais tu sais, mais ton Ah, corps, beau, c'est ça, son oui. déguisement dans ta matière. Tu le portes avec toi, et avec Belenda, ben, c'était ça. On massait plus des corps ou des kilos de muscles, de nerfs. Elle disait, tu mets tes mains, ton cœur, et puis tu écoutes, et avec la tête complètement silencieuse. Et puis tu laisses, en fait, quand tu le fais, tu essaies de voir que tes mains, c'est les mains de mère qui font dedans. Et quand ça arrive, ça, parfois avec une intensité super, quand je suis tranquille encore plus, et puis parfois c'est presque obligé de m'arrêter, parce que, ou alors je continue un peu, puis la personne me dit, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu t'étais arrêté à moitié. J'étais parti. Donc pour toi ça a été presque une expérience de mère. Ah oui, c'est Ton encore. c'est encore. Tout Ça à fait fait. longtemps maintenant que tu fais ce travail. Bah oui, j'ai commencé presque aussitôt après avoir rejoint Auroville, en 77 même, ou début 78 peut-être. Et c'est devenu une activité à plein temps depuis combien de temps? Bah, ça a augmenté de plus en plus parce qu'il y avait au début, aspiration, je pouvais prendre 2-3 corps le soir après mon travail à Jaima. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de gens qui ont demandé. Puis, alors moi, je les recevais à Jaima même. On avait une salle, une hutte dans laquelle on pouvait faire ça. Puis ça a continué. Mais ça a pris de plus en plus et c'est pas moi qui ai choisi. Ah oui, c'est ça. Ça a été vraiment choisi. C'est ça qui est beau avec mère, c'est que tu n'as pas l'impression d'avoir fait ta vie en choisissant ça, puis ton métier. Tu as l'impression que dès que tu avais donné ce que tu étais, eh ben c'est elle qui s'en occupe. Parle-nous un petit peu d'Auroville aujourd'hui, Goupi. Est-ce que toi qui es là depuis longtemps, qui as connu mère quand même d'une manière très intime par rapport à beaucoup d'entre nous, est-ce que quelquefois tu regardes Auroville et tu dis oh là là, c'est pas ce que j'espérais? Non. Ou est-ce que quel regard tu portes sur Auroville? Ben, le regard de dire, bon, on en est encore là, et moi inclus, et puis que c'est justement le grand terrain de jeu dans lequel elle nous permet de commencer à changer.
parce que c'est pas un truc qu'elle a fait pour que ça devienne l'exemple du monde, et c'est pour que ce soit un laboratoire de, justement, de changer ce qu'on était. Je sais pas si tu l'as vu, il y a quelqu'un a rassemblé quelque chose, c'était maire à propos d'Auroville, différentes réponses à des questions justement. C'est un grand collage. Oui, je crois bien. Et alors j'ai aussi les photocopies, mais je ne sais pas si vous l'avez. Oui, je l'ai. Et alors ben, elle explique bien que là-dedans, Auroville, c'est pas un projet ni de cité moderne, c'est un laboratoire. Et alors sachant que c'est ça, et surtout que c'est ouvert, on n'est pas sélectionné, on n'est pas parce qu'on a réussi quelque chose, on va là, et c'est qu'il y a cette aspiration, puis à nouveau, ben, si elle nous porte, ben, comme le jour où j'ai choisi de venir à Auroville, c'est pas moi qui ai choisi, c'est comme si dedans elle me disait tu peux y aller maintenant, et pouf, et là-bas ça s'est arrangé à l'ashram, et puis c'est tout. Dis-nous un mot sur la mort, parce que je sais que pour toi c'est quelque chose de très important, et souvent tu as un ceux à Auroville qui ont toujours gardé le fil de ce supramental dont on a parlé beaucoup. Comment ça se manifeste aujourd'hui le supramental à Auroville pour toi? Ben, c'est que ça continue. Est-ce que tu en vois la manifestation physique, externe? C'est le simple fait que tu vois la nature sourire, que des c'est un petit peu crispé, tu sais que dedans chacun d'entre nous, il y a cette présence-là qui est en train de nous emmener. Et s'il n'y avait pas eu mer derrière, on aurait éclaté depuis longtemps. Parce que justement, on a nos imperfections, on a nos trucs, et le fait qu'elle ait accepté, puis que ben, elle nous emmène, et qu'on laisse de plus en plus faire, ben, en fait, c'est comme si on était à la fois deux personnes à nouveau. Ben, celui qui t'a amené ici, et puis qui fait que tu as choisi pour de bon, il n'y a plus de problème, plus de questions, il n'y a plus de doute. Voilà. Tu sais qu'on est parti dans une autre aventure, mais en même temps c'est une aventure concrète, et ça dit seulement, pour moi il y a deux mots qui résumeraient ça, c'est Om, cette aspiration à chaque moment ça devienne ça, et puis merci, le fait que ça existe, qu'on y soit, et surtout il y a de moins en moins quelqu'un. Et comme disait Birenda, toi-même, tu n'existes plus. Alors là, le massage, ça m'aide énormément. Par l'attitude où avec chaque corps, quand ça commence, c'est pas que je commence une journée de travail et puis que je vais avoir tant de corps et puis que je vais guérir celui-là. Ça n'existe plus. Et comme avec Douce Mère, quand elle te regardait, tu sentais que c'était une autre dimension. En toi qui devenais plus grand, mais qu'elle voyait à travers toi. Et ça continue, ça c'est de pire en mieux. C'est quelque chose qui rigole. Et en fait, Auroville, justement, le fait que ça existe et tout ça, on peut dire que c'est pas nous qui faisons Auroville. Mais ce qu'on essaye, et c'est ça l'aspiration qui permet d'avoir la foi totale que ça y va, c'est que ça continue. Et puis que petit à petit, bah, tu as des rencontres comme ça, ou dans certains meetings, ou dans le travail, où il n'y a plus rien, tu comptes plus. C'est plus toi qui... le temps qui passe sur nous, puis qui nous fait passer des années d'expérience, et tu as l'impression de faire du surf sur le temps. J'ai l'impression d'être beaucoup plus jeune que quand je suis arrivé, même voir mère. Quel âge as-tu maintenant? Je vais avoir 67 dans quelques... Ouais, un mois de juin. Finalement, je vais finir par une question. Whoopi, qui es-tu? On pourrait dire à la fois personne, et puis quelque chose qui rigole, comme au jardin d'enfants, avec les distances comme ça, parce qu'une chose justement qui a été super chouette avec Belenda, c'est le fait, et je savais que Mère en parlait de ça, d'essayer de déjà découvrir qu'on n'est pas ce personnage du passeport, qu'on est vraiment autre chose derrière ça. Et alors comme il y avait de moins en moins plutôt de projets de réaliser quelque chose ou de devenir quelqu'un, et puis Belenda m'avait dit, mais ton mental, tu le mets sous tes talons, ta tête. Il disait comme ça, under your heel, comment il disait en anglais? Under your heel, yeah. Under your heel. And put your head under your heel, your mind. Put your mind under your heel. And when you put your hands, your heart, nobody... Et alors ce qui s'est passé il y a quelques années,
une sorte d'expérience où tout seul, j'étais en train entre deux massages. Et puis je me suis retrouvé tout seul à un moment. Et puis pof, il y a eu comme si mer était... si elle me touchait. Et puis j'ai senti mon mental, je l'ai vu se taire. Pof. Je me suis retrouvé, pas comme un andouille, mais comme il n'y a plus rien, une sorte de poids, mais un poids de puissance, de quelque chose d'autre qui s'installait. Et puis je pouvais regarder les choses, il n'y avait plus personne. Et ça commençait à concrètement faire, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ça préparait un terrain et puis bon. Et depuis, j'ai l'impression justement de faire du surf sur le temps. Hier soir, je lisais l'agenda de 72-113 et Mère disait à cette après-midi qu'elle avait une expérience d'un petit enfant qui s'assied sur le mental. Et elle disait ça, c'est le supramental. J'avoue, je ne sais pas. Justement, parce qu'il n'y a plus le mental qui travaille comme ça, alors c'est juste, tu découvres au fur et à mesure, et il y a des choses qui changent, même à Auroville et tout, mais c'est... on est en route, on ne sait même pas encore qui on est, alors c'est une sorte d'aventure. C'est ça la merveille, on n'a plus l'impression que c'est nous qui faisons, ou qui fassions les choses-là, on se laisse porter. C'est la joie de ne plus être personne, tout en poussant, en pouvant faire tout et tout. C'est l'impression que moi j'ai d'Auroville. Est-ce que les gens te voient comme tu es? C'est-à-dire comme toi tu te définis et comme on peut nous te percevoir dans des moments intimes comme ça? Il y a tous les cas de figure. Et parfois il y a des gens qui disent qu'ils ont eu une expérience de contact avec Mer ou avec Auroville complètement différent, mais tout en sachant que c'est pas moi qui l'ai fait. C'est qu'il s'est passé à un certain moment un contact plus fort et une ouverture plus grande dans les deux, c'est que les deux étaient prêts à vibrer à nous. C'est ça qui est beau justement, c'est quand il y a une sorte de résonance avec une autre réalité, une autre dimension de la réalité, où on sent que oui, on vit autre chose. Et ça, le mental ne peut pas le définir parce que justement, c'est pas prévisible. La chose, c'est qu'on n'a plus l'impression justement de vivre dans le temps, jour après jour, semaine après semaine. C'est que tu n'as plus l'impression que ça passe. C'est toi qui surfes. Alors, c'est chaque moment qui est à la fois présent et puis qui passe pas comme quelque chose qui ajoute des choses. Ça devient super léger. Et ensuite, il n'y a plus aucun moment important parce que chaque moment, c'est totalement maintenant. Et alors ça, c'est la merveille. Tu sais, on fait ça aussi pour honorer, parce que c'est vrai qu'à Auroville, il y a beaucoup de gens qui sont là récemment ou qui ont oublié. Donc on fait aussi ça pour honorer des gens comme toi qui ont beaucoup donné aussi. Et pour nous, ça nous fait très plaisir de... Et toi, la beauté, c'est donner, et en même temps, tu donnes rien de ce que tu possèdes pour pouvoir donner. C'est que tu laisses passer, tu es comme un canal qui laisse passer justement. C'est ça la beauté. Avec Vélenda, c'était concret. C'est plus toi qui fais un travail, c'est que tu viens le canal d'autre chose. Et puis là, tu sens que c'est Mère qui travaille avec toi. Et bon, on dérange parfois encore parce qu'on n'est pas suffisamment transparent. Mais en même temps, c'est un canal de joie. C'est pour ça que ça dit juste merci. Et quand la tête parle plus, même quand on parle comme ça, c'est comme, comme un témoin qui est là, mais pas un témoin de quelqu'un. C'est le canal de... Et quand on se rencontre avec quelques-uns, avec Jean, avec Joy, avec des gens comme ça devient... Il n'y a plus de temps qui passe. Tu les vois encore un petit peu, Jean, Joy? On se croise, mais ça suffit. Ou alors parfois il y a un moment et puis là on s'arrête un moment. Parfois on dit rien. Mais c'est l'impression d'être... ça continue. Pas quelque chose qu'on a déjà fait, mais au contraire quelque chose qui continue à explorer. Et pour toi de voir les gens vieillir, parce que finalement, en tous les cas en apparence, il y a beaucoup d'entre nous qui vieillissent, qui ont des problèmes, des petits problèmes ici et là, je pense bien sûr
Des gens comme Joey Jean, qu'on a connu très jeune. Comment est-ce que tu perçois ça? Non, ça fait partie de l'aventure. C'est un autre moment dans le temps. Mais à nouveau, c'est pas le temps qui passe. C'est qu'on est porté dans ces temps et puis, bon, il y a des années, peut-être qu'on peut pas tout faire ce qu'on faisait avant, même physiquement, mais en même temps, c'est pas vieillir, d'ajouter des années, c'est plus une transparence de plus en plus grande, une sorte d'expérience de laisser de plus en plus aller. Puis, justement parce qu'il n'y a, plus de temps ou de secondes qui s'ajoutent aux autres secondes. C'est chaque moment qui est... Tu as l'impression que ça pourrait continuer comme ça pendant des siècles et ça fait rien. Et même dans le travail, tu n'as plus l'impression de passer tant d'heures par jour à masser tant de corps. Ça devient vraiment... Merci. C'est à quelle heure ton prochain rendez-vous? 10 heures. À 10 heures, il est 10h moins 20. À 10 ans, si dans 5 minutes je peux y aller. Oui, on a fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire particulièrement avant de terminer? Un message que tu puisses donner à tous ceux qui vont voir ce film un jour? Oh, Jaima, merci. Merci. C'est vraiment, c'est elle qui le fait, c'est elle qui fait qu'on se rend compte et qu'on le partage vraiment. Je sais que c'est pas seulement une caméra qui enregistre, mais qu'on partage quelque chose qui a fait. Pour ça, j'ai accepté aussi de le faire parce que c'est. Merci d'avoir accepté si vite aussi. Ben oui, mais en même temps, c'était pas moi. C'est elle qui dit, ben, coulé, transparent. C'est ça que et je sais qu'on le partage. C'est ça que je suis vraiment beau. Hello, you want to say something? Merci beaucoup. Hein. Très bonne interview. Très bonne interview. Surtout, on y va et on avec à la fois une seule personne, parce que c'est la même dans tous, ouais. Et puis on parce qu'on est tous ensemble à tout ça pour que ça se passe. Et qu'on ait créé ça puis que ça existe, bah, tu ne peux plus douter de rien du tout. Tu peux plus dire oui, mais il y a quand même. Ça fait partie. Laboratoire, on n'a pas parlé de ton fils, mais enfin, ton fils, une autre fois. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils qui a maintenant 20 ans, 21 ans? Il va avoir 23 ans. 23 ans. Tu vois, l'arbre là, par exemple, on l'a planté sur son placenta. Ah d'accord. Il y a 23 ans, c'était grand comme un pied de tomate. Le placenta, tu l'as mis en terre et tu as planté un arbre dessus. C'est beau ça. Et puis l'arbre a grandi un peu. Un peu beaucoup, oui. Alors comme il y a déjà un arbre, il a pris un petit peu de penchant, mais en même temps, Les enfants d'Euroville, c'est par rapport aux les enfants de l'ashram que tu as bien connus, qui étaient, bon, c'était les enfants de mer aussi, les enfants de l'ashram. C'est une même expérience? Je sais pas, je sais que par exemple, le chantier, je le vois un petit peu comme aussi, comme on est. C'est des réceptacles d'une autre façon de vivre sur la Terre, et qui à travers lui, puis le fait que ça existe, un endroit où il puisse vivre complètement ça sans être pris dans un engrenage, des quadrillages, et ben, il fait tout. Je l'observe en essayant de ne pas intervenir, justement, pas interférer, mais en même temps, d'essayer moi-même de continuer avec mère, faire le maximum. Je ne suis pas du tout parfait, parfois où je dis des bêtises, je ne me conduis pas tout à fait comme il faut, mais ça c'est la vie qui montre tous les jours. C'est qu'on apprend tous les jours. Tu sais, si ça aurait été possible, ça aurait été bien qu'ils puissent te filmer juste 2 minutes en train de masser. C'est une jeune femme ou un monsieur qui va masser maintenant? Une dame. Non, mais là maintenant, avec Christelle, on va marcher. Ok. Avec quelqu'un qui était paralysé. Oui, Christelle, bien sûr, oui. Je sais pas, il faudrait lui demander. Si elle est d'accord, tu aurais pu filmer ça? Il y a longtemps que tu la traites, Christelle. Hein? Ah oui. Elle est paralysée depuis 16-17 ans. Après un accident de voiture qui l'avait complètement... Il y a une vertèbre au bas du cou qui avait été brisée, l'os avait coupé une partie des nerfs. Alors elle était paralysée complètement. Et heureusement, un bon chirurgien a retiré le bout de l'os qui était dans la moelle épinière, mais quand elle s'est réveillée complètement tétra, paralysée, les docteurs lui ont montré sa photo à la radio. Ils ont dit, vous voyez ça,
Bon, le corps, il peut refaire des ongles, de la peau, des os et des cheveux, mais pas les nerfs. Alors, acceptez que vous êtes dans une chaise, pour de bon. Et à 22 ans, elle n'avait pas pu accepter ça. Quand on l'a ramenée chez elle, mais en brancard, impossible de s'asseoir, rien. Et bien, elle a commencé à demander à ses parents, ses amis, de la faire bouger son corps. Et elle a participé avec une positivité, une foi, puis une prière. Et puis, ben, si bien que 2 ans et demi après, elle était sur une chaise roulante, capable de bouger en étant assise avec son corps. Et elle est venue à Auroville. Et puis ben, quand elle est venue là, on a commencé à faire avec elle des mouvements. On te l'a amené, quelqu'un te l'a amené. Oui. Ben, elle avait entendu parler d'Auroville, puis quelqu'un qui était en relation là, Tu l'as amené à l'a toi. amenée ici. Tu as commencé à travailler avec elle. Oui. Et depuis que tu as commencé à travailler, quels ont été les progrès? Maintenant, elle peut presque marcher entre deux d'entre nous. Elle peut faire des pas dans son corps et tout ça, puis dans la piscine, elle peut marcher dans l'eau. Donc ce qui était impossible après ton accident. Totalement. Et c'est interdit par la science et la médecine, mais en même temps, Donc ça fait quand même que ton travail, quelque part, tu as l'impression que il y a des choses qui se on a passent. servi d'instrument de canal pour que justement quelqu'un avec la foi puisse vivre ça, puis nous le faire vivre. Je l'appelle mon prof de corps, parce que disons qu'elle me montre ben, que tout est possible avec les corps. Alors quand je vois maintenant d'autres corps qui ont parfois des problèmes, ben, il n'y a aucun doute qu'il n'y a pas de problème. À condition d'avoir cette sorte de petit, ça y est. Om Jai Ma. On dirait Très bien, merci Goupy. Hein. Ouais, il faut y aller. C'était une belle Mais interview. On pourra faire peut-être après, hein, une autre fois. Ouais, ouais, On tout peut à prendre fait. rendez-vous que tu le sentes. Oui. Et que, pour faire une prise de vue de toi en train de masser. Oh, tiens. Hein. Il faudrait que j'ai quelqu'un Qui accepte. Accepte. qui accepte. Ben, j'ai des groupes maintenant par 2 ou par 3 même qui commencent à apprendre Ah, c'est bien. ce genre de façon-là. Ça pas